pour célébrer ce jour de l'Europe, jour heureux ou jour triste, c'est en fonction de ce que vous pensez que vous en déciderez. Amis auditeurs, nous sommes en compagnie de deux géographes. Jacques Lévy, bonjour, vous êtes professeur à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et à l'Université de Reims, et vous êtes également lauréat du prix Vautrin 2018. À côté de vous, Sylvain Kahn, bonjour, vous êtes historien et géographe, professeur à Sciences Po et spécialiste des questions européennes. Alors, puisque j'ai la chance d'avoir deux géographes dans ce studio, l'Europe, s'il fallait la définir sur le plan géographique, que diriez-vous, Jacques Lévy? C'est un pays. Qu'est-ce que ça veut dire, un pays? C'est-à-dire l'espace d'une société, c'est-à-dire une contrée dans laquelle vivent des gens qui partagent beaucoup de choses, une histoire, un horizon et beaucoup de substances dans leur vie quotidienne. Bon, mais un pays, ça peut être beaucoup de choses. On dit pays de Vaud, par exemple, en Suisse, c'est un petit pays, le pays de Vaud. Un État, c'est un État. Et puis, il y a de grands pays. Quand vous dites que l'Europe est un pays, les individus qui composent l'Europe, les nations qui composent l'Europe, se pensent, j'allais dire, probablement comme des pays différents les uns des autres. Oui, nous appartenons à plusieurs pays en même temps. Nous appartenons à nos villes, nous appartenons à nos régions, nous appartenons à nos nations, nous appartenons à l'Europe, nous appartenons au monde aussi. Et quand on fait des sondages, par exemple en France, sur le fait de savoir si les gens se reconnaissent une identité à ces différents niveaux, ils répondent oui à tout, avec une certaine hiérarchie qui peut changer, mais l'idée qu'on n'appartient pas seulement à un niveau scalaire, à un niveau d'échelle, c'est une idée qui est quand même très largement répandue. Donc il n'y a pas de problème, je dirais, pour la grande majorité des Européens, à être à la fois, par exemple, allemand, italien, français et européen. Sylvain Kahn, si on prend par exemple la définition de l'Europe par un poète, Paul Valéry, il la définissait comme le petit cap occidental de l'Eurasie. Qu'est-ce que ça vous suggère à vous, géographes? Parce que ça me suggère... Bonjour Guillaume Erner. Quand Paul Valéry écrit cela, justement, ça me suggère qu'il n'est pas conscient, peut-être que c'est plus la même époque non plus, mais il n'est pas conscient ou il ne pense pas comme Jacques Lévy et moi dans notre livre qu'on a appelé Le pays des Européens exprès justement. Au moment où il écrit cela, nous sommes au tout début du XXe siècle et c'est vrai que le nationalisme est très très fort et que l'idée que les Européens non seulement ont un tas de choses en commun, ce qui était déjà le cas, bien entendu, au moment où Paul Valéry écrit, ce qui était déjà le cas d'ailleurs au moment de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que le fait que les Européens se soient entretués entre 1914 et 1945 ne les empêchait pas d'avoir énormément de choses en commun. Et peut-être même pouvait-on dire qu'ils s'entretuaient au nom d'idées qu'ils avaient en partage. Et donc ce qui change avec le fait que l'Europe est devenue un pays, et qu'il y a un pays des Européens, c'est qu'à un moment donné, les Européens ont fini par dire, eh bien précisément, au nom de ce que nous avons en partage, nous pouvons former non seulement une société, mais une société politique ensemble. Donc, ce que dit Paul Valéry est à la fois dire que, l'Europe est toute petite, il dit bien le petit cap occidental de l'immense continent eurasiatique ou asiatique. Deuxièmement, cela nous rappelle quelque chose que un collègue et ami de Jacques Lévy et de moi-même, qui s'appelle Christian Grattalou, a très très bien expliqué, à savoir que les continents sont des conventions. Et l'Europe, comme quand on dit toujours l'Europe est un continent, le jour où Nicolas Sarkozy ou Valéry Giscard d'Estaing ont dit on va pas mettre la Turquie dans l'Europe puisque la Turquie est en Asie mineure. D'abord, l'Asie mineure, ça n'existe plus aujourd'hui. C'est une dénomination ancienne qui sert à la géographie, on pourrait dire antique d'une certaine façon. Et d'autre part, l'Europe n'est pas une détermination géographique. Bon voilà. Donc Paul Valéry dit aussi cela. Il dit aussi, si on veut penser l'Europe, il faut pas simplement regarder les continuités de la géographie physique parce que ça ne nous dit rien. Puisque on passe de Vladivostok à Brest, on va dire en train, à pied ou à cheval. Il n'y a pas de donc il faut sortir du déterminisme continental ou géographique et essayer de regarder ce qui fait que
les différents Européens, d'abord, sont interdépendants, ce que montre très très bien le Brexit aujourd'hui. Les Britanniques n'arrivent pas à sortir de l'Europe tellement ils sont liés aux autres Européens. Et ensuite, il y a tout un tas de problèmes, ou même pas de problèmes, de choses qu'on peut avoir envie de faire quand on fait de la politique. On se rend compte que c'est entre Européens qu'on arrive moins mal, ou mieux, selon les sujets, à le faire. C'est tout ça qui fait qu'on est dans un pays. Je vois en tout cas un autre littérateur. Vous avez la photo Stefan Zweig en face de vous. Alors là, il ne s'agit plus de faire une définition Sylvain Kahn qui serait une définition géographique, mais quand on pense à son livre Souvenir d'un Européen, souvenir du monde d'hier, on voit aussi à quel point l'Europe a été marquée par les guerres, marquée par à la fois le souvenir du traumatisme et une sorte d'imaginaire du déclin. Alors Zweig a écrit ça en 1943, il avait évidemment des raisons de l'écrire à cette époque, mais finalement c'est une Europe qui a très peu confiance en soi. Jacques Lévy. Oui, elle a peut-être eu trop confiance en elle jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, et puis ensuite pas assez. Enfin, plus exactement, les Européens avaient confiance en eux, mais pas forcément pour faire l'Europe. L'idée d'une unification politique, elle est très ancienne, hein. On en parle dans notre livre. Ça date au moins du XVe siècle, avec l'idée qu'on pourrait faire une confédération assez proche, en fait. Hein. Ce que propose le roi de Bohème, Jiří Poděbrad, c'est assez proche de ce qui s'est réellement passé. C'est assez amusant. Et il y a eu d'autres... Qu'est-ce qu'il proposait ? Une confédération, en gros, avec des capitales mouvantes pour qu'aucun pays ne puisse penser que c'était lui qui dominait. Il y avait un parlement, il y avait même une espèce de budget. Hein, donc c'était l'idée d'éviter de se faire la guerre. Hein. C'est toute la problématique multiséculaire du fait que les États sont trop puissants pour être éliminés les uns par les autres. On ne peut pas avoir un empire unifié européen. Ceux qui ont essayé ont échoué. Et du coup, comment on fait avec le fait qu'il y a des sociétés qui existent, qui résistent, pour avoir un monde de paix, un monde de coopération. Donc finalement, l'idée est très ancienne. Elle est clairement relancée dans l'entre-deux-guerres, avec... presque une application, une réalisation, mais bon, bien sûr, le nationalisme l'emporte avec la Deuxième Guerre mondiale, et donc la construction européenne, elle est l'aboutissement assez logique si on se situe dans une simple histoire des idées, hein, ce qui évidemment ne suffit pas à faire l'histoire tout court, mais c'est quand même intéressant de voir l'extraordinaire continuité des projets de construction politique. Donc pour répondre à votre question, est-ce qu'ils avaient trop confiance en eux, ils avaient trop confiance dans leurs empires, mais ils n'avaient pas assez confiance dans la possibilité de fabriquer quelque chose en commun. Mais alors, vous dites que l'idée, elle est née au XVe siècle, mais entre le XVe siècle et aujourd'hui, Jacques Lévy, il y a eu énormément de scissions, d'ailleurs, en partie à cause de vous, les Suisses, puisque ça a commencé avec le protestantisme. Il y a eu donc un premier découpage de l'Europe, un découpage religieux avec une impossibilité du coup de recréer de la cohérence. Il y a eu d'autres découpages. Évidemment, est-ce véritablement réaliste de considérer qu'on a affaire à un pays ? En fait, ce pays, il se caractérise depuis de nombreux siècles par un équilibre en tension entre réseau et territoire. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il y avait la tentation et la tentative de la part des États de s'étendre, donc de territorialiser et d'unifier l'Europe par le territoire avec des frontières franches, il y avait aussi une multitude de logiques, y compris dans le monde religieux, hein, d'ailleurs, avec les monastères, la différence entre le séculier et le régulier, le fait que les monastères avaient une certaine autonomie, et donc c'était aussi un lieu de liberté par rapport aux évêques, à la territorialisation venant du pape. Donc il y avait les villes, la Hanse par exemple est un bon exemple de construction de réseaux de villes qui appartenaient à des États
divers, qui pouvaient d'ailleurs parler d'autres langues que celles qu'on parlait dans la ville, comme par exemple Gdansk ou Trieste. Ça ne les empêchait pas de prospérer. Donc ce pays en réseau et ce pays en territoire, c'est ça l'Europe. Et donc en fait, là où ça n'a pas marché, c'est quand les territoires ont essayé d'écraser les réseaux. Ils n'ont jamais complètement réussi, mais ils ont fait beaucoup de dégâts. Et finalement, l'émergence de la construction européenne, c'est le moment où on dit il faut les deux. Il faut accepter qu'on est un pays de réseau et de territoire. Alors d'autant que les réseaux ont quand même beaucoup bougé, si on reprend l'histoire brodélienne avec les différents centres dont l'Europe a été la bénéficiaire. Sylvain Kahn, on voit bien qu'on a affaire à une géographie qui s'est complexifiée. Oui, donc effectivement, Brodel évoque successivement Venise, Anvers, Amsterdam, puis Londres, bien entendu. Et précisément, ce que vous dites me fait penser... Jamais Paris. Hein ? Non, jamais Paris, mais justement, bon, Paris, ça s'explique en raison, on va dire, de l'émergence très très précoce d'un projet étatique finalement, qui fait que la particularité du royaume de France et donc de l'État et de la nation française, finalement l'État français construit la nation française, et d'avoir précisément on pourrait le dire comme ça, isoler, couper le tissu social français des réseaux dans lesquels il s'inscrivait. Brodel explique ça notamment très très bien à propos de la manière dont à un moment donné les villes de foire qui étaient au XIIIe et au XIVe siècle, les grands faisaient partie du réseau des grands centres commerciaux de l'Europe médiévale, ont progressivement été coupés, on va dire, des autres villes semblables par les progrès de la monarchie française qui construit un État. Bon, donc jamais Paris, mais depuis Paris est devenu un de ces grands centres, puisque même Saskia Sassen, qui a inventé le concept de ville globale, donc là on repasse, si j'ose dire, à la fin du XXe siècle, a fini par dire oui, on peut mettre Paris dans les villes globales, même si au départ il n'y avait que New York, Tokyo et Londres, bien entendu. Mais vous voyez, dans ce que vous rappelez, Guillaume Erner, en évoquant Brodel, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que la Russie, pour prendre un exemple qui nous paraît très illustratif dans le pays des Européens, dans notre bouquin, la Russie n'a jamais fait partie, n'a jamais été identifiée, ni par Brodel, ni par Wallerstein, ni par d'autres, comme justement un des lieux où se trouvait l'un de ces têtes de réseau. Pourquoi ? Parce que on voit bien la différence entre la Russie et l'Europe, et nous disons, il faut dire les choses très clairement, la Russie... Aujourd'hui, la Russie poutinienne, en tous les cas, n'est pas dans l'Europe, n'est pas européenne. Ce qui est bien une manière de dire à la fois l'Europe, c'est pas uniquement un continent ou un espèce de continuum naturalo-culturalo-ethnique, mais c'est d'abord des relations sociales et un projet politique. Et en Russie, on le voit bien, on a du mal à connaître l'état de l'opinion russe, mais en tout cas, on voit bien quel est le projet politique dominant et comment les gens qui sont au pouvoir arrivent à porter ce projet depuis une vingtaine d'années maintenant. Il y a l'idée qu'il ne peut y avoir qu'une hiérarchie entre différents centres. Il n'y a pas de réseau. C'est-à-dire que dans la vision politique de M. Poutine et de ceux qui gouvernent avec lui, la Russie domine. D'accord ? Elle est ce qu'on pourrait appeler dans une étaticité de type impérialiste, même si elle ne veut pas conquérir le monde. Mais l'idée de partager la souveraineté, de mettre les États en réseau, l'idée qu'on puisse discuter entre nous, et le cas échéant, même en tant qu'État-nation, mettre en œuvre des politiques, je ne sais pas moi, sur la concurrence, sur le commerce extérieur, sur l'environnement, où on serait en minorité, c'est totalement impossible pour les Russes, qui se vivent comme un centre géopolitique. Et ça, c'est une énorme différence. Justement, on va se déplacer toujours en filant la métaphore brodelienne, l'historien Brodel, qui s'est beaucoup préoccupé de géographie, Jacques Lévy. Finalement, on parle de l'Europe, d'une entité, il a parlé de la Méditerranée. Est-ce que ça aussi, c'est un tropisme qui aurait pu construire différemment l'Europe ? Parce qu'on a aussi parlé, alors aujourd'hui évidemment, cela peut paraître curieux, mais l'Algérie, par exemple, de l'autre côté de la Méditerranée, on en a parlé comme d'une possibilité européenne aussi à un moment. Oui, l'Empire romain, qui est quand même
une des origines de l'Europe, il est centré sur la Méditerranée. Rome est au milieu de la Méditerranée. Et les deux côtés sont assez, ou les quatre côtés, on pourrait dire, sont assez comparables du point de vue romain. Ça ne s'est pas fait parce que il y a une logique de la porosité vis-à-vis de l'Asie, justement. Le fait qu'il y ait eu ce qu'on appelle de façon simplificatrice les grandes invasions, mais le fait qu'il y ait eu une fragilité de la société en construction de l'Empire romain, qui était quand même assez fragmenté, par l'impulsion venant de l'Est, et qui a fait que l'Europe s'est inventée par la protection vis-à-vis de ces invasions. Et donc, la géographie de l'Europe telle qu'elle s'est construite à partir de l'an 1000, ce n'est pas la même géographie que celle de l'Empire romain. C'est pour ça que nous avons un chapitre qui s'appelle « L'Europe n'est pas un miracle ». C'est une histoire et une géographie. La vision husserlienne, par exemple. Le philosophe Husserl qui parlait d'une crise. De la crise de la conscience européenne. Il a une vision complètement transhistorique, comme si directement on était passé d'Athènes au 5e siècle à l'Europe donc du début du 20e siècle. Ça s'est pas passé comme ça, en fait. Et donc, d'ailleurs, la Grèce, elle a été surtout un moment de l'Empire ottoman. Donc, la Grèce d'aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec Athènes au 5e siècle. Mais en revanche, c'est par un déplacement de la culture gréco-romaine, mais aussi des religions qui venaient du Proche-Orient, et personne ne prétend que le Proche-Orient fait partie de l'Europe. Donc c'est comme ça que ça s'est passé, c'est-à-dire par des sources diverses, mais dans un contexte où c'était possible de fabriquer quelque chose de nouveau. Et ce contexte, c'est le fait que, à partir de l'an 1000, les Européens, en fait, bénéficient d'une position d'abri. Il n'y a plus d'invasion. Et c'est comme ça que la différence avec la Russie s'installe, celle dont parlait Sylvain Kahn à l'instant. C'est-à-dire qu'au même moment où les Européens peuvent en fait se battre uniquement entre eux et aussi laisser se développer une société civile, un certain pluralisme culturel et politique. Au contraire, en Russie, on crée le césaropapisme pour résister aux Tatars et aux Mongols. Et il y a encore un servage qui existe à la fin du 19e siècle. Donc c'est pas un miracle européen pour miracle, vous, ça s'explique. Mais c'est quand même une singularité qui va conférer à cet ensemble géographique, je ne veux pas le nommer, je vais vous laisser le soin de le faire, Jacques Lévy, c'est quand même cela qui va conférer à cet ensemble une spécificité qui demeure encore aujourd'hui ? Qui demeure encore aujourd'hui et qui n'arrête pas de se conforter. Si on regarde les signes de l'européanité, c'est justement ce pluralisme, cette société civile. En Russie, en gros, soit on est russe, soit on est un intellectuel. C'est très difficile d'être les deux. En Europe, on pourrait dire que si on est un Européen, on est un intellectuel. C'est la force de France Culture, d'ailleurs, qui ne pourrait pas exister au Japon, par exemple, et même aux États-Unis, ça serait difficile. Donc, bon, là, je vous laisse juste de ce commentaire, mais ça veut dire aussi que lorsqu'on est anti-européen, parce que l'hostilité à l'Europe est quand même un sentiment assez répandu, alors je vous laisserai juge de savoir si cela rejoint l'anti-intellectualisme en vigueur, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'Europe est quand même très largement mal aimée, en tout cas sous sa forme actuelle, Jacques Lévy. Vous voulez dire l'Union européenne ? Parce que je crois que notre livre, en fait, énonce un secret de polichinelle, c'est-à-dire que nous sommes des Européens, c'est pas folklorique, c'est pas juste un héritage, c'est pas un musée. L'Europe, elle se fabrique tous les jours, et donc c'est complètement cohérent quand on est une société européenne d'avoir aussi un État européen. Donc je pense que là, il faut quand même être un peu cohérent. On va continuer à en parler en votre compagnie, Sylvain Kahn et Jacques Lévy, deux géographes au chevet de l'Europe, le pays des Européens. C'est le livre que vous publiez chez Odile Jacob. On a vu comment l'Europe s'était construite. On va voir maintenant pourquoi celle-ci ne séduit pas, pourquoi le projet européen qui devait nous faire rêver, eh bien aujourd'hui est un peu moins onirique qu'auparavant. En attendant, il est 8h sur France Culture, et puisque vous sortez de vos rêves, je vous souhaite un bon réveil. Sylvain Kahn, Jacques Lévy, tous deux géographes, ils publient Le pays des Européens. Jacques Lévy, vous vouliez réagir ? Oui, on peut dire que face aux questions
inédite et puissante que pose l'environnement naturel, les logiques nationales sont peu favorables. On l'a bien vu avec la crise des Gilets jaunes, c'est-à-dire que avec un petit impôt incitatif qui était proposé sur le carburant, voilà ce que ça provoque. Les radars ont été détruits. Ça, c'est une logique typiquement étatique, avec des corporatismes d'État, particulièrement en France, où les acquis des différents groupes sont complètement indurés, validés et indurés par l'État, et c'est extrêmement difficile d'aller contre. Inversement, on peut dire que depuis les années 70, parce que ça date de 1979, la directive Habitat Natura 2000, le réseau Natura 2000, c'est une invention de l'Union européenne qui a heurté d'ailleurs le corporatisme de la FNSEA, enfin tous les corporatismes des syndicats agricoles, mais qui a fini par s'installer parce qu'il y avait quand même un droit européen qui s'est implanté, et donc on a un peu mieux protégé les espèces menacées grâce à l'Union européenne. Donc je pense que ça marche souvent comme ça. Mais parce que on entend peu ce type de thèse. On a plutôt l'impression, peut-être à tort, Jacques Lévy, Sylvain Kahn, que l'Europe est plutôt du côté des grandes industries, du productivisme, et bref, des pesticides, j'en passe, et des pires. Meilleurs. Sylvain Kahn, des pires. Oui, c'est vrai, vous avez raison, Guillaume Erner, de dire qu'on entend souvent cela. Et bien entendu, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est-à-dire que ce qui est vrai, c'est que Bruxelles, comme capitale de l'Union européenne, est devenue, à l'image d'ailleurs de Washington comme capitale fédérale des États-Unis d'Amérique, ou de Brasilia comme capitale fédérale du Brésil, est devenue le lieu où se concentre effectivement l'ensemble des représentants des groupes d'intérêt. Alors attention, les groupes d'intérêt qui viennent essayer d'influencer la législation européenne, ou qui viennent essayer d'influencer la façon dont les représentants des États membres vont voter au Conseil de l'Union européenne, qui est la chambre des États, qui doit voter conformément au Parlement européen, ce ne sont pas que les lobbies industriels. Il y a aussi une très grande confédération des syndicats européens, par exemple. Il y a une confédération patronale, etc., etc. Donc ça, en tous les cas, c'est ce qui donne l'impression, Guillaume Erner, que vous rappeliez, que l'Union européenne serait, on va dire, plutôt favorable aux lobbies, etc. Mais une fois qu'on a dit ça, ce qu'il faut bien voir, pour paraphraser Churchill, c'est que l'Union européenne dans son ensemble est sans doute le moins mauvais régime écologique et environnemental politique du monde. C'est-à-dire que ce que rappelait Jacques Lévy en est une très très bonne illustration, mais on pourrait dire la même chose sur les politiques de réduction des gaz à effet de serre, par exemple. C'est à l'échelle et dans l'Union européenne en tant qu'entité méta-étatique, si vous voulez, qu'il y a à la fois les engagements les plus forts et qu'il y a en même temps les progrès les plus importants. Alors, on peut toujours dire que c'est pas suffisant, et on a raison de le dire. On peut toujours dire qu'on peut faire mieux, bien entendu, mais n'empêche que c'est la zone du monde. C'est pour ça que nous, dans notre bouquin, on a un chapitre qu'on a appelé l'Europe comme laboratoire d'un monde habitable. C'est en Europe, si vous voulez, que cette évolution est la plus avancée, y compris sur les pesticides. Je crois qu'en 25 ans, il y a eu plusieurs milliers de pesticides qui ont été interdits dans l'Union européenne. Alors, on met toujours en avant le cas du glyphosate, et on a raison, mais le cas du glyphosate est très intéressant. Pourquoi ? Parce que le cas du glyphosate montre comment fonctionne l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il y avait des pays et des parlementaires européens qui étaient pour son interdiction immédiate. Il y avait des pays et des parlementaires européens qui étaient pour son interdiction différée. Il y avait des pays et des parlementaires européens qui étaient contre son interdiction tout court. Donc il y a un compromis qui a été trouvé, parce que l'Union européenne, à sa façon, est un régime démocratique où on finit toujours par aboutir à un compromis. Alors bien sûr, ceux qui voulaient que le glyphosate soit interdit tout de suite disent « Ah ben c'est un scandale » ou « c'est pas bien », etc. Mais de même que dans une démocratie nationale, il y a une majorité, une opposition, des débats, et bien dans l'Union européenne, c'est pareil. Et donc, on a fini par trouver un compromis. Et le fait est que le glyphosate sera interdit dans 3 ans. Jacques Lévy, sur le plan politique, vous dites que les Européens appartiennent à un même pays. C'est une métaphore, mais une métaphore de géographe néanmoins. Le pays des Européens. Absolument. C'est un concept. C'est pour ça que j'allais continuer là-dessus, puisque vous intitulez votre ouvrage « Le pays des Européens ». Êtes-vous certain que justement ce concept, les Européens en veulent, parce que on a plutôt l'impression qu'ils veulent aujourd'hui beaucoup plus de frontières, et des frontières, cela prouve que ces Européens ne se sentent pas appartenir au même pays. Ils veulent des frontières, c'est clair, mais plutôt les frontières de l'Europe.
ils tiennent à Schengen et ils veulent qu'il y ait une force de protection des frontières européennes. Je vous invite à regarder les résultats des derniers eurobaromètres, c'est-à-dire des sondages périodiques sur l'opinion publique européenne. Et en fait, ce que demandent les Européens de façon très majoritaire, y compris les Français, c'est que l'Union européenne s'empare des fonctions régaliennes des États. Les Européens veulent leur État. Ils veulent une défense, y compris une armée européenne. Il y a une majorité, c'est variable selon les États, mais il y a quand même à l'échelle européenne une majorité de gens qui veulent une armée européenne. Et on a vu, avec la crise migratoire qui a été globalement très mal gérée par l'Union européenne, une demande très forte. Elle a été très mal gérée, pardonnez-moi. Oui. Elle a été très mal gérée, en tout cas, sinon par l'Union européenne, du moins par les pays qui composent l'Union européenne et qui, eux, ne voulaient pas du tout se plier aux règles édictées par l'Union européenne. C'est peut-être une preuve de plus que ça ne forme pas un pays, Jacques Lévy. Non, disons que c'est une preuve qu'il n'y a pas un gouvernement européen qui est capable de s'imposer aux demandes, aux injonctions nationales, notamment ce qui s'est passé en Hongrie ou dans d'autres pays de l'Est, mais aussi le fait que l'Union européenne a pris du retard pour alléger le fardeau qui pesait de façon très très nette sur les pays de premier accueil comme l'Italie, l'Espagne ou la Grèce. Et donc ça, c'est aussi le résultat de la lenteur de la construction des compromis dont parlait Sylvain Kahn, mais le fait aussi que à l'échelle européenne, il y a un vrai débat sur l'immigration. Donc, comme c'est un pays démocratique, un peu lent peut-être, mais un pays démocratique, l'Union européenne, elle met du temps à construire une idée claire sur quelle politique migratoire on doit promouvoir. Donc, c'est plutôt ça, ce qui fait que l'Union européenne a mal géré le dossier. Mais n'empêche que ce que veulent les Européens, c'est une force de protection des frontières qui soit européenne. Ça, ils ont très bien compris que c'est à ce niveau-là que ça se joue. Enfin, je pense que c'est une question de bon sens. Et il y a que quelques politiciens qui ne pratiquent pas le bon sens, qui croient encore que la protection des frontières de l'Europe ne peut pas se faire au niveau européen, mais national. Alors j'en ai un entre les mains, si j'ose dire, un politicien qui manque de bon sens. Il s'appelle Viktor Orban, c'est le Premier ministre hongrois, et il donne une très intéressante interview dans La Stampa, le quotidien italien. Et j'en traduis 2 extraits. Et on lui demande ce qu'est la démocratie libérale. On l'accuse d'être un démocratie libérale. Et il dit « La démocratie basée sur la chrétienté ». C'est ça que vous appelez la démocratie libérale. Donc évidemment, il n'est pas d'accord avec cette désignation. Et puis on lui dit « Mais alors, qui sont les ennemis de la liberté ?» Il dit « Les ennemis de la liberté, ce sont les libéraux. » Ce sont eux qui ont créé un système qui est fondé sur le politiquement correct et qui demande à tout le monde de les respecter. Sylvain Kahn, est-ce que on peut dire justement que ce que dit Viktor Orban, qui est donc la tête de proue en quelque sorte de ceux qu'on qualifie de populistes européens, est quelque chose de singulier, de réservé à la Hongrie, ou bien est-ce que on n'a pas affaire à une lame de fond qui remettrait en cause votre pays européen, sous les formes en tout cas que vous utilisez pour le décrire? On a affaire à une lame de fond, c'est très clair, Guillaume Erner, on a affaire à une lame de fond parce que, précisément, Viktor Orban et ce dont il est la figure de proue n'est surtout pas cantonné à la Hongrie et non plus n'est pas cantonné aux pays de l'Est. C'est-à-dire il faut faire voler en éclats ce cliché, cette idée reçue qui est partagée un peu partout, dans tous les milieux politiques, dans toutes les opinions, qu'il y aurait encore une coupure entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Non pas parce qu'on peut trouver, bien entendu, des différences, y compris qui forment 2 sous-ensembles géographiques, l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Mais, j'ai envie de dire, ce sont des sous-ensembles qu'on peut repérer sur certains critères, comme on peut en repérer beaucoup d'autres. Mais politiquement, par rapport à la montée du populisme... Alors, soyons précis. Populisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, et Viktor Orban, vous avez raison de dire que on est la figure de proue, parce que c'est le premier à avoir été élu sur ce programme-là, en 2010. Viktor Orban reprend le pouvoir de manière complètement démocratique, et depuis, il gagne 3 élections de rang, 2010, 2014, 2018, et c'est pour ça qu'il est considéré par
beaucoup de leaders politiques qui pensent un peu comme lui en Europe, comme un peu, sinon leur leader, en tous les cas, celui qui les a précédés, qui a montré le chemin. Et là, on voit bien que c'est pas seulement l'Est. C'est-à-dire que, bien entendu, on les voit en Pologne, puisque le PiS arrive au pouvoir, ou revient au pouvoir en 2015, le parti Droit et Justice, mais on le voit aussi en Italie, où depuis 2018, au moins, ils sont au pouvoir. On le voit en Autriche aussi depuis 2017. On le voit également dans les pays du Nord, c'est-à-dire en Finlande, en Suède, au Danemark. Les partis populistes, c'est-à-dire ceux qui sont très très critiques vis-à-vis de la démocratie représentative, du pluralisme et de ce qu'on peut appeler rapidement les élites, et qui par ailleurs sont très xénophobes, voire racistes, et mettent en place des politiques de discrimination fondées sur des communautarismes, pas seulement le communautarisme de type ethnique ou de type identitaire, mais qui peut être aussi, par exemple, en Italie, le gouvernement actuel s'en prend aux Roms, s'en prend aux fonctionnaires, s'en prend aux francs-maçons, à tous ceux qui sont réputés comme dissolvant le peuple. Voilà. Et le peuple est réputé être un. Donc, il y a une espèce de tyrannie de la majorité sur la minorité, et c'est en cela que c'est de l'illibéralisme, puisqu'on ne reconnaît pas le pluralisme, on ne reconnaît pas la possibilité aux minorités d'exister et d'être protégées, ce qui est quand même une des bases de la démocratie. Alors, je ne veux pas être l'avocat d'Orban, mais je vais essayer de l'être malgré tout. Soyez, pourquoi pas? Écoutez, on peut, à partir du moment où on est avocat, on peut être avocat de n'importe qui. En tout cas, le droit à la défense d'Orban, il consisterait à dire que ça n'est pas justement le droit des minorités qui est en cause. C'est ce qu'il dit dans cette interview de la Stampa. Il dit que c'est finalement le droit de la majorité qui ne doit pas être empêché. Il renverse évidemment la question, et on voit qu'en France, il y a aujourd'hui, alors évidemment il s'agit de sondages, mais si on additionne à la fois une grande partie des voix pour la liste du Rassemblement national, une grande partie, j'utilise des précautions oratoires, mais bon, au bout du compte, on a également les voix pour Nicolas Dupont-Aignan et une partie de celles pour les Républicains. On a une part importante des Français qui n'est pas en désaccord, là aussi j'utilise un euphémisme, avec ce que pense Viktor Orban. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, mais sur quel point vous dites qu'ils ne sont pas en désaccord? Sur le fait que, tout d'abord, on voit par exemple... Nicolas Dupont-Aignan, c'est un très très bon exemple. Lui et ses eurodéputés, puisqu'ils sont 6 ou 7 aujourd'hui dans le Parlement européen actuel élu en 2014, ils siègent dans un groupe parlementaire. Au Parlement européen, il y a 8 groupes. Donc c'est assez simple. Il y a 700 listes nationales en 2014 ou aujourd'hui. Et au final, il n'y a plus que 8 groupes. Donc ça donne une vision extrêmement claire du paysage politique européen et des familles politiques européennes. Nicolas Dupont-Aignan et Debout la France siègent dans un groupe qui s'appelle le CRE, c'est-à-dire les conservateurs réformistes européens. Dans ce groupe parlementaire européen au Parlement européen, aux côtés de Debout la France, vous avez le mouvement, vous avez le PiS, donc Droit et Justice polonais, mais vous avez aussi les conservateurs britanniques, ceux de Monsieur Cameron et de Madame May. Autant j'entends très très bien ce que vous dites, Guillaume Erner, sur le fait que Debout la France et Nicolas Dupont-Aignan sont souverainistes, c'est-à-dire très critiques vis-à-vis de la supranationalité, qui est l'un des modes de fonctionnement de l'Union européenne. Autant, je ne suis pas du tout certain, je ne suis pas un spécialiste, est-ce Debout la France j'aimerais l'être, mais on ne peut pas s'intéresser à fond à tout. Je ne crois pas que Nicolas Dupont-Aignan et son mouvement soient illibéraux. Je n'ai pas entendu ou je n'ai pas compris. On lui posera la question puisqu'il sera bientôt invité. Et donc, je ne crois pas que sur le plan, disons, des valeurs politiques et démocratiques, je n'ai pas l'impression que Nicolas Dupont-Aignan se reconnaisse dans les valeurs qui sont portées par Viktor Orban et son parti politique et la manière dont il gouverne. Il faut quand même y avoir qu'en Hongrie, je veux dire, il n'y a plus de pluralisme de la presse, d'accord ? Non, mais c'est ça le libéralisme. La situation en Hongrie, mais oui, voilà. Donc, alors, si vous voulez, je crois qu'il faut faire très très attention à ne pas considérer qu'il y a superposition entre les mouvements politiques qui sont eurosceptiques et souverainistes, d'une part, et les mouvements politiques qui sont contre l'état de droit, contre le pluralisme et contre la démocratie. Ça ne se recoupe pas. Alors justement, on continue, Jacques Lévy, dans ce registre-là. On pose la question, par exemple, à Viktor Orban de savoir ce qu'il pense de Dublin, autrement dit du règlement sur
les réfugiés et sur la manière dont l'Europe peut prendre en charge cette question qui a effectivement été la question sur laquelle on a bien vu que l'Europe était en train d'éclater. Et il dit au sujet de Dublin, quand on lui demande ce qu'il pense de ce règlement, il dit ce règlement est mort, c'est une loi à laquelle plus personne n'obéit, elle n'existe plus, elle est à l'image de l'Europe finalement. Votre Europe, ça n'est plus une métaphore, ça n'est plus un concept dans les yeux d'Orban, c'est quelque chose qui est tout simplement vidé de tout contenu et de toute autorité. Oui, alors c'est vrai que le règlement de Dublin, il est en débat, mais je pense que d'abord, il ne faut pas étendre à tout le reste. Je pense que dans la suite de ce que vient de dire Sylvain Kahn, il y a une contradiction interne aux anti-européens en Europe, c'est qu'en fait, ils veulent quand même de l'Europe. C'est le cas, bien sûr. Il y a un de nos chapitres qui s'appelle « Cracher dans la soupe, mais manger la soupe ». Donc c'est très clair pour les pays qui bénéficient de ce qu'on appelle les fonds de cohésion, mais c'est aussi le cas, en fait, de l'Ouest. Là encore, le parallèle s'impose. L'implosion du discours de Marine Le Pen au débat entre les deux tours est représentatif du fait qu'il y a une impossibilité de prétendre être contre l'Union européenne et en même temps de répondre aux attentes des Européens, y compris ceux qui ont tendance à être souverainistes, à dire qu'il n'y a pas assez de nations, c'est-à-dire ceux qui se plaignent que le contrat social renégocié par le changement d'échelle, par l'Europe et par le monde, serait moins bon que celui qu'ils ont dans un cadre strictement national. Donc il peut y avoir ce débat, mais n'empêche que tous ces gens-là, la grande majorité est aussi consciente de tous les avantages. C'est ce que donnent aussi les sondages d'Eurobaromètre, c'est-à-dire que l'immense majorité des Européens sont convaincus que ça a été un avantage pour leur société d'être au sein de l'Europe. Donc c'est ce type de contradiction que Marine Le Pen comme Viktor Orban doivent gérer, et c'est pas complètement évident, d'où le fait qu'ils font des grands écarts, des acrobaties rhétoriques pour essayer de concilier l'inconciliable. Mais alors, justement, parce que vous évoquez dans votre livre avec Sylvain Kahn, Jacques Lévy, le pays des Européens, la paix européenne, c'est-à-dire la situation qui prévaut aujourd'hui en Europe et les risques liés au nationalisme. Et évidemment, Viktor Orban renverse complètement la chose. Il dit, aujourd'hui, il reconnaît que le mot de nationalisme a des résonances négatives en Europe. Il ne partage évidemment pas cette notion négative. Il dit finalement, la vraie tragédie en Europe a été causée par la construction des empires. Et la thèse qu'il propose est finalement assez intéressante. Il dit, voilà, c'est à chaque fois qu'il y a eu des volontés de créer des empires qu'il y a eu des guerres en Europe, pas du tout lorsque les pays étaient nationalistes. Et c'est le danger, je cite Orban, que je vois aujourd'hui à Bruxelles. Une élite à Bruxelles est en train de nourrir les nationalismes parce que cette élite veut créer un empire. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je pense que l'histoire spécifique de l'Europe de l'Est là est intéressante. C'est vrai que ces pays ont été broyés par les empires. La Hongrie a été un empire, un morceau d'empire, et ensuite a été digéré par le système soviétique. Et donc, on a eu un problème de timing qui est quand même important. Le fait que c'est André Gide, je crois, qui disait le silence après Mozart, c'est encore du Mozart. Donc, après la chute du rideau de fer, c'était encore la guerre froide d'une certaine façon. Et donc, les pays qui avaient été sous le joug soviétique, ils voulaient ardemment bénéficier de la sécurité, d'où une adhésion très rapide et peut-être trop précoce à l'Union européenne. Et donc, ils n'ont pas eu le temps d'avoir une vie d'État-nation qui commence à faire le bilan, à essayer de dépasser ces choses-là. Et donc, la Hongrie, la Pologne, c'est très clair, ont encore envie de vivre leur vie d'État-nation, d'où la contradiction avec le fait de participer à... Il est un peu tard pour s'en rendre compte. Et voilà, il est un peu tard, mais en même temps, c'est vrai que cette contradiction, on doit la prendre en compte. Donc c'est aussi cela qui est présent dans la citation que vous faites de Orban. Mais alors justement, c'est ça le problème, Sylvain Kahn, parce qu'aujourd'hui, finalement, on a 4 blocs en Europe. On a l'Allemagne,
on a l'Angleterre, alors avec tous les problèmes évidemment liés au Brexit, on a un bloc méditerranéen auquel appartient la France, et puis on a l'Europe de l'Est, qu'incarne évidemment à sa manière Orban et le PiS polonais. Comment vous faites pour rassembler ces quatre ensembles qui apparemment n'ont absolument pas la même vision des choses et n'appartiennent pas du tout au même pays européen, en tout cas tel que vous le dessinez? Mais comme on fait en France pour rassembler la France du Nord, l'Alsace qui est extrêmement différente. Là, vous avez eu le jacobinisme. Bah oui, bah alors, ok. Alors je prends un autre exemple. Comment on fait en Allemagne, grand pays fédéral, grand pays de fédéralisme géographique, pour rassembler la Bavière, le Brandebourg, la Ruhr et la Sarre. Vous voyez, je veux dire, ça ne me, enfin, vous voyez, il me semble, Guillaume Erner, si vous le permettez, que ce type de représentation dont vous venez de vous faire le porte-voix, c'est ce que nous, on considère comme étant un cliché géographique. C'est pas un cliché pour le coup, parce que le Brexit, c'est pas un cliché. Non. La situation politique des pays de l'Est, c'est pas non plus un cliché. Qu'il y ait des différences, vous avez 1000 fois raison. Mais c'est toujours, lorsqu'il s'agit de la construction européenne, qu'on exhibe de ces différences le fait que ça ne pourrait pas marcher. On dit pas ça de la Grèce, on dit pas ça de l'Allemagne, on dit pas ça de la France, même de l'Espagne, on ne dit pas ça, alors qu'il y a eu une crise sécessionniste. Et pourtant, personne ne dit « Ah ben oui, l'Espagne, ça peut pas marcher ». Donc c'est plutôt l'inverse, voyez-vous. Le fait que, moi j'ai un micro désaccord, une nuance avec ce que vient de dire mon collègue et camarade Jacques Lévy à l'instant, c'est-à-dire, moi, je n'ai aucun remords, mais zéro remords, pas 0,2, comme Jacques Lévy vient de le dire, sur l'élargissement de 2004. Je pense que on a 1000 fois bien fait d'élargir en 2004 et de les prendre tous, si j'ose dire. Et le fait que ça soit un peu plus compliqué, mais ça aurait été des milliards de fois plus compliqué si on avait encore différé l'élargissement. Oui, ça aurait été le coût du non-élargissement, si vous voulez. Donc, les différences que vous mentionnez, elles sont très vraies, mais précisément, moi je vois le verre à moitié plein, c'est-à-dire que en dépit de ces différences, et d'une manière qui est beaucoup plus rapide que la longue et lente construction de la France ou de l'Allemagne ou de l'Espagne, en réalité, on fait déjà société commune et on fait déjà méta-état commun, si vous voulez. Donc, mais le fait qu'il y ait des différences... Je me fais toujours l'avocat de la thèse inverse de la vôtre, Sylvain Kahn, Jacques Lévy. Lorsqu'on prend les valeurs des Européens, parce que alors là, s'il y a quelque chose que l'on connaît parfaitement, ce sont les enquêtes d'Ingelhardt, qui est un grand sociologue qui s'est livré depuis longtemps à des enquêtes sur les valeurs des Européens. On voit bien qu'on n'a pas les mêmes valeurs en commun. Vous n'êtes pas d'accord? Expliquez-nous, Jacques Lévy. Non, il y a des nuances, mais pas plus importantes qu'à l'intérieur de chacun des États, notamment de la France. Hein. Donc, c'est ce que vient de dire Sylvain Kahn, c'est-à-dire que on a on peut avoir une approche en gros fractale, c'est-à-dire qu'en fait l'échelle ne joue pas de rôle. C'est-à-dire que le niveau d'écart entre les points de vue n'est pas plus important au niveau européen qu'au niveau national. Je vais vous citer un exemple. L'appartenance au christianisme comme valeur, l'athéisme comme valeur. Si on reprend cette carte, alors là, l'Europe est profondément divisée au moins en trois et on a affaire à trois visions du monde qui sont radicalement différentes. Alors à vous de voir si celles-ci sont effectivement susceptibles de coexister, enfin utilisez le terme que vous voulez. Non, je pense que ce qui caractérise l'Europe, c'est la laïcité, enfin c'est la sécularité, pour ne pas utiliser un terme trop marqué français, mais c'est... Les Polonais et mais les même Hongrois les Polonais, sont pas d'accord avec vous. Regardez Polonais, le nombre de gens qui descendent dans la rue en Pologne, c'est-à-dire que la Pologne d'aujourd'hui... ça contre leur gouvernement. Contre leur gouvernement. Mais le gouvernement qui a eu plus de 50%. Avant et après, il y aura un autre gouvernement. On est assez proche de ce qui était le cas en Espagne. D'ailleurs, il y a beaucoup de ressemblances entre la Pologne et l'Espagne. La Pologne ressemble à certains égards à ce qu'était l'Espagne dans les années 80, où il y avait des combats extrêmement durs sur la question de l'enseignement religieux à l'école publique, sur l'avortement, etc. Donc l'Europe, c'est justement le pays où il y a un affrontement très dur entre ceux qui voudraient maintenir l'emprise cléricale et ceux qui voudraient en sortir. Il n'y a pas d'autre endroit dans le monde où il y a ça. Un petit mot de conclusion, Sylvain Kahn. Un petit mot de conclusion, c'est il me semble que les questions que vous posez, les réponses que nous proposons d'apporter et de développer dans nos bouquins, c'est précisément que le pluralisme, la diversité et le débat, c'est sans doute ce que les Européens, non seulement ont le plus en partage entre eux, mais c'est sans doute la zone du monde et la société du monde, la grande région du monde, où cela
est le plus la composante la plus importante de l'identité des Européens. Le pluralisme, le débat, la diversité. Et donc, c'est très très bien en un sens, je parlais tout à l'heure de Nicolas Dupont-Aignan, qu'il y ait des gens qui, au sein de l'Union européenne, soient contre la construction européenne ou pour une autre construction européenne. C'est précisément le signe de cette qualité de la construction européenne. On lui posera la question, il sera notre invité lundi. Merci Sylvain Kahn, Jacques Lévy, Le Pays des Européens, Odile Jacob.